Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans notre émission Les Pros de l'éco, une émission qui met le monde économique à votre portée. C'est un site internet, une collection de livres et désormais donc une émission qui est coproduite et animée par Jean-David Haddad qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Jean-David, cette émission, notre émission, elle est désormais bimestrielle. On se retrouve tous les 2 mois puisque nous avons la chance que les spectateurs, que les téléspectateurs aient répondu présent. Alors le thème de ce 4e numéro des Pros de l'éco, Jean-David, c'est l'économie de la santé, un thème plus que jamais dans l'actualité. Pourquoi l'avoir choisi spécifiquement ? Parce qu'on a parlé de l'État la dernière fois, quand on s'est vu, et j'ai pensé qu'il fallait compléter en prolongeant vers ce pourquoi l'État est en train actuellement de faire une politique assez incroyable, pas l'État français spécifiquement, mais l'ensemble des États, à savoir la santé. Voilà. Qui est un chantier déjà assez vaste au niveau français et aussi au niveau européen. Ah oui, complètement. Et avant le premier générique, pour que nos téléspectateurs commencent un petit peu à réfléchir et à se mettre dans le bain, j'aurais une question à vous poser. Ceux d'entre vous qui ont plus de 40 ans, on va dire, est-ce que vous pensez que dans les années 90, je ne remonte pas à la nuit des temps, les années 90, du temps de Mitterrand, de Chirac, Premier ministre comme Balladur, etc., Juppé, Rocard, est-ce que vous pensez qu'à cette époque-là, pour une épidémie, on aurait fermé les restaurants, on aurait fermé les théâtres, on aurait fermé les cinémas, on aurait demandé des attestations de sortir, pour une épidémie qui certes peut faire potentiellement beaucoup de morts. Réfléchissez juste à ça et ensuite nous verrons qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 90. À suivre notre première rubrique, les tendances économiques. Première rubrique donc consacrée aux tendances économiques avec la crise sanitaire que nous traversons depuis 1 an. Maintenant, Jean-David, cette crise, elle montre que la santé a une place prépondérante dans notre économie, dans l'économie française aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors justement, c'est un peu ce que je disais en préambule tout à l'heure. Je posais une question à nos téléspectateurs. En fait, je ne sais pas s'ils ont la réponse. En tout cas, personne ne peut avoir vraiment de réponse. La mienne, à la question que je posais, c'est de dire que en une trentaine d'années, la santé est devenue quelque chose de totalement prioritaire dans nos esprits et l'économie s'est adaptée à ça. En fait, à partir d'une conception philosophique qui fait qu'aujourd'hui on recherche la vie à tout prix. C'est la vie avant tout. Une vie humaine, c'est le prolongement de la vie. Oui, on a parlé de l'homme augmenté, on a parlé de nanotechnologie. On cherche toujours à aller plus loin. L'homme cherche à conquérir des espaces par rapport à la vie qu'il n'avait pas. Du coup, la vie humaine devient ce qu'il y a de plus précieux et on est prêt à sacrifier tout le reste, y compris l'économie, sauf qu'on arrive à un point où si on sacrifie trop l'économie, on le voit actuellement, des suicides, du chômage, et l'arbitrage n'est pas facile à trouver. Parce que nos dirigeants ont beau nous dire qu'il ne faut pas opposer la santé à l'économie, mais c'est ce qu'ils font depuis 1 an en définitive, en disant la santé d'abord, l'économie ensuite. Il y a 30 ans, je pense que ça n'aurait pas été le discours. Et la population n'est pas la même qu'il y a 30 ans, parce qu'on parle évidemment de la crise, c'est le sujet principal de cette émission, mais il y a aussi le vieillissement de la population française qui entre en ligne de compte, avec ce pôle santé qui devient aussi particulièrement important pour nos anciens. La population avait déjà vieilli depuis la fin des années 80. On peut dire qu'il y a vraiment, depuis cette période-là, déjà un vieillissement de la population et l'espérance de vie était déjà quasiment ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a très peu augmenté au cours des dernières décennies. D'ailleurs, aujourd'hui, elle commence à régresser et c'est peut-être ça qui, dans l'inconscient collectif, fait peur quelque part. Mais quand on voit bien l'enchaînement des choses qui s'est passé depuis une trentaine d'années, on va de plus en plus de restrictions au profit de la santé. Interdiction de fumer dans les lieux publics, toutes les campagnes par rapport au tabac, on va de plus en plus vers des restrictions au profit de la santé. Aujourd'hui, dans les salles de sport, par exemple, il fallait, bien avant le Covid, il fallait tout désinfecter, alors que ce n'était pas le cas du tout il y a 30 ans. Il y a des préoccupations de la société
sont pas les mêmes qu'il y a... Voilà, qui sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans. Regardez tous les produits, et là on rejoint l'économie, hein, tous les produits qu'on trouve dans les supermarchés aujourd'hui, les Sanitol, les choses comme ça qui ont émergé dans les années 2000-2010, qu'on trouvait absolument pas il y a 30 ans, les lingettes désinfectantes, etc. Les préoccupations ont changé. Alors, c'est difficile de dire si c'est une politique de l'offre, en définitive, si c'est parce que les entreprises ont mis tous ces produits sur le marché en créant des campagnes, en mettant ça dans la tête des gens, ou si ça vient de la demande et que la mentalité des gens est allée dans ce sens-là. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la santé prend une place prépondérante dans l'économie, mais parce qu'elle prend une place prépondérante dans la tête des gens. Alors, on dépense beaucoup dans ce domaine de la santé en France. Est-ce que ces dépenses, elles sont efficaces ? Quand on voit les chiffres, je n'en ai pas l'impression. La France, les chiffres sont de 2019, je crois, juste avant la crise, ça doit être plus, hein. Aujourd'hui on n'a pas encore les chiffres définitifs. Les dépenses de santé par rapport au PIB sont de 11,2%, alors qu'elles ne sont que de 8% dans l'Union européenne. Et pourtant, quand on voit le nombre de médecins par habitant, il est inférieur en France à ce qu'il est dans l'Union européenne. Alors le nombre de médecins par habitant n'est pas le seul indicateur, bien sûr, de l'état de santé d'une population, mais c'est quand même quelque chose d'important, d'autant plus qu'en France, quand on voit le taux de médecins par habitant, il est relativement faible par rapport à l'Union européenne, mais surtout, derrière ces chiffres, il y a comment dirais-je, une grande hétérogénéité territoriale. Hein, aujourd'hui, il y a beaucoup de zones où il y a plus de médecins et des déserts médicaux où il y a très peu de médecins, où il faut attendre 9 mois. On entend des choses absolument aberrantes, qu'il faut attendre parfois 9 mois, 10 mois pour avoir rendez-vous avec un spécialiste. Pour quelqu'un qui a une pathologie grave, il a largement le temps de mourir. Hein. Quelle est la place de la France, alors d'abord au niveau européen, mais dans l'économie, dans la santé de l'économie au niveau européen et mondial ? Je dirais que la France pourrait avoir une meilleure place, en fait, si le système de santé était mieux géré. Déjà, en France, il y a quelque chose qui est assez dichotomique, c'est que au niveau de l'économie de la santé, il y a tout ce qui est privé et tout ce qui est public. Voilà, comme sur beaucoup de choses, il y a le privé et le public. Alors que quand on prend un pays comme les États-Unis, par exemple, ça s'entrecroise, ça s'entremêle beaucoup plus. Par exemple, un professeur d'université qui est chercheur aux États-Unis peut avoir sa biotech à côté, ou 2 ou 3 biotech à côté. En France, c'est pas possible, c'est le fonctionnaire, il doit rester fonctionnaire. Il y en a qui le font, mais bon, c'est marginal et puis c'est pas très bien vu. Et le monde de l'entreprise reste le monde privé de l'entreprise. Donc à ce niveau-là, le fait qu'on n'entremêle pas assez le privé et le public comme dans d'autres pays, je pense que ça nous pénalise dans la compétitivité internationale par rapport à la santé. Et en France, il y a aussi une mentalité comme partout, qui fait qu'on est très très méfiant, réticent vis-à-vis des entreprises, et particulièrement des grandes entreprises, les big pharma, sujet de délire complotiste qu'on voit fleurir sur la toile à longueur de journée, les big pharma. Alors voilà la liste des big pharma, là je la vois à l'écran. Donc écoutez, sur les 10 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, la France n'en place qu'une dans le top 10, c'est Sanofi, hein, qui est un champion français. Alors on aime bien cracher dessus en France, hein, parce qu'il licencie, parce que ceci, cela, mais pourtant c'est un champion français, c'est la seule entreprise française qui fait partie du top 10 mondial, hein, donc alors que ce top 10 est dominé, comme vous le voyez, par les USA, par la Suisse et un petit peu par le Royaume-Uni, donc la France à ce niveau-là est en retard. Est-ce que le fait que la France n'ait pas réussi à fournir ce fameux vaccin comparé à ses voisins européens ou ses voisins américains surtout, ça prouve quelque chose, ça montre qu'on est encore en retard sur certains domaines? Ah oui, certainement. Et quand on voit aussi que l'Institut Pasteur, par exemple, a renoncé au vaccin, on peut se dire que le système public, la recherche publique ne fonctionne pas mieux que les systèmes privés. Et puisqu'on parle de vaccins et de recherche, j'ai retenu ce qu'a dit notre invité de l'émission précédente, hein, donc de Biofitis, hein, le PDG de Biofitis, que 90% de ce qui sort comme médicament, comme vaccin et tout ça, vient de biotech. Ensuite, ce sont les grandes pharmaceutiques qui les fabriquent, qui les commercialisent, mais provient de biotech. Et en France, nous avons la chance d'avoir un beau panel de biotech. Nous en avons 750 en France, à peu près, ou 720. 750 aujourd'hui, ça c'était les chiffres d'il y a 2 ans, ce qui nous place au 3e rang européen.
Mais ces biotech, elles manquent de financement et l'État ne les finance pas assez en définitive. Alors il y a des petits financements, mais c'est très faible, c'est très marginal, eu égard aux dépenses faramineuses qui sont faites ailleurs, quoi. On en parlait tout à l'heure avec notre invité d'ailleurs à ce Tout à fait. sujet. Quels sont les chiffres de 2020, Jean-David, concernant les retombées de la crise sanitaire? Un chiffre qui vous a marqué? Alors le chiffre là qui a été le plus marquant, qui est sorti la semaine dernière, c'est que la France a doublé son déficit par rapport à 2019. Mais c'est pas grave, on continue. Doit-on s'attendre à une évolution des crédits dévolus à la santé liés forcément à ce contexte de pandémie? Des crédits dans quel sens? Des crédits pour la recherche, tout ce qui s'est passé, on a parlé du vaccin. Est-ce que cette pandémie mondiale, elle va réveiller d'une certaine manière le secteur de la santé en France et peut-être les crédits alloués à ce secteur? Les crédits pour les hôpitaux peut-être, parce que c'est quand même quelque chose qui a été aussi beaucoup rogné au fil des dernières années, des dernières décennies. Alors justement, ce qui est paradoxal, parce que d'un côté, on a des préoccupations, comme on l'a dit tout à l'heure, donc par rapport à la santé qui monte dans la population, tout le monde a peur d'être en mauvaise santé, tout le monde veut être en bonne santé, et d'un autre côté on n'a fait que rogner les crédits sur les hôpitaux, ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à ce goulot d'étranglement avec un effet ciseau complètement négatif, et ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à cette situation qui est intenable pour les hôpitaux dans une situation de pandémie comme celle-là. Mais pour ce qui est des entreprises, des biotech et autres, je ne le pense pas. Mais on va voir ce que dit notre invité à ce sujet. D'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, nous accueillons un autre patron de biotech. Tout à fait. Notre rubrique consacrée à l'entreprise du moment, c'est Noxon Pharma et c'est à suivre. À tout de suite. Noxon Pharma est donc l'entreprise du moment. Son CEO Aram Mangasarian est notre invité. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci d'être sur ce plateau. Jean-David, pourquoi avoir choisi de mettre en avant Noxon Pharma aujourd'hui? Comme nous parlons de la santé, que nous avons eu un éclairage très intéressant lors de notre dernière émission, dont un morceau a été repris par un grand média national, c'est ce que j'ai vu. Sur TMC, oui. Sur TMC, ce qui montre que nous sommes regardés d'ailleurs dans cette émission, que nous faisons désormais partie du PAF. J'ai voulu, puisqu'on parle de la santé, encore une fois, donner la parole à un patron de biotech. Ces gens ont des choses très intéressantes à dire, je pense. Aram Mangasarian, est-ce que vous pouvez tout d'abord, en introduction, nous présenter Noxon Pharma, qui est, on le rappelle, coté sur la Bourse de Paris? Oui, bien sûr. C'est une société basée à Berlin, en Allemagne, et nous essayons de mieux traiter les cancers les plus difficiles à soigner, comme les cancers du pancréas et les cancers du cerveau, le glioblastome. On fait ça en attaquant ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral. Alors c'est quoi ça? C'est en fait tout l'environnement autour d'un tumeur, les vaisseaux, les cellules immunitaires, les tissus supportifs, qui est piraté par les cancers pour mieux résister aux thérapies et au système immunitaire du patient. Alors où en sont vos recherches, où en sont les recherches contre le cancer dans ce contexte de pandémie mondiale? Est-ce qu'elles ont été freinées, ralenties? Bien sûr, ils étaient freinés, comme le traitement des patients. Nous avons démarré une étude dans le glioblastome, qui est un des pathologies dévastateurs du cancer du cerveau en Allemagne, avec 3 centres. C'était juste avant la première vague du Covid. Un des 3 centres a dû arrêter pendant un moment de recruter des nouveaux patients. Heureusement, ils continuent à traiter les patients déjà dans l'étude, mais à cause de ça, quelques mois après, nous avons doublé la taille le nombre plutôt des centres, des hôpitaux. Et même maintenant, c'est plus grave parce que quand je parle avec les médecins là-bas, dans certains hôpitaux, ils décalent même les chirurgies essentielles pour les patients qui ont du cancer du cerveau, parce qu'ils n'ont pas assez de lits de soins intensifs. C'est terrible ce que vous dites. C'est terrible parce que ça veut dire que pour une épidémie qui est quelque chose de court terme, on sacrifie le cancer, le traitement du cancer,
qui, pourtant, pour le bien-être d'une population sur le long terme, est quelque chose de primordial. D'autant plus que la pandémie, bon, on est à 75 000 morts en France. Macron a dit que si on laissait faire, on aurait 400 000 morts. Bon, c'est beaucoup, c'est regrettable, c'est déplorable, mais le cancer, c'est 150 000 morts par an en France. Et la pandémie, ce serait 400 000 morts une fois pour toutes. Le cancer, c'est 150 000 morts par an, c'est-à-dire que sur 10 ans, par exemple, ça fait 1 500 000 morts. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on freine et donc qu'on laisse des morts s'accumuler. Mais c'est très difficile parce que nous avons deux maladies dans ce cas-là aiguës. Le cancer du cerveau, il faut le traiter. Mais les gens qui arrivent au stade critique de Covid, il faut les traiter aussi. Et là, c'est les choix d'urgence et c'est très difficile d'arbitrer pour les médecins. Et je sais, en parlant avec eux, c'est très difficile pour eux, personnellement aussi. Est-ce que les conséquences, elles sont vérifiables? Elles sont évidemment vérifiables maintenant, vous en parlez. Est-ce que ça va être à moyen terme ou à long terme sur les maladies? Sur la recherche, ça va être à long terme parce qu'en fait, comme Jean-David a dit, en fait, on freine les avancées. Et c'est encore plus grave. Notre essai clinique n'est pas très grand, mais je suis sur le conseil de surveillance d'une autre société qui mène un essai clinique beaucoup plus grand dans le cancer du côlon. Et là, leur moniteur, les gens qui doivent aller vérifier les records dans l'hôpital, ils n'arrivent plus à y aller. Donc ça freine le recrutement, ça freine plein de choses. Est-ce que vous avez des annonces, revenons sur Noxon Pharma, est-ce que vous avez des annonces concernant votre société? On a annoncé récemment un financement, mais justement, c'est un sujet comme... Financement par qui? Financement par les investisseurs européens. Et donc ça c'est une bonne chose. Une augmentation de capital? Une augmentation de capital récemment, et ce lundi. Après, fin d'année dernière, on a annoncé les premiers résultats du cancer du cerveau. Et ce qui est très intéressant, c'est un cancer très difficile à soigner. La survie de 5 ans de ces patients, c'est 4%. Donc c'est horrible. Les traitements sont peu efficaces. On sait que 55% des patients ne vont pas bénéficier du traitement standard, c'est la chimiothérapie. Et ça, on peut savoir à l'avance grâce à un biomarqueur. Et c'est justement ces patients-là qu'on cible, nous. Les patients qui n'ont pas des bonnes options de traitement, à part la radiothérapie, qui elle ralentit un peu cette maladie. Mais est-ce que c'est un cancer assez rare, le cancer du cerveau? Le cancer du cerveau, c'est assez rare. C'est 23. Celle-là, le glioblastome, ça fait à peu près 23 000 nouveaux patients par an en Europe, plus les États-Unis. Donc c'est une maladie orpheline. Mais il y a quand même un intérêt assez élevé de l'industrie pharma. Il y a, au dernier comptage qu'on a fait nous, 80 études actives. C'est l'un des cancers qui tue le plus avec le cancer du pancréas, c'est ça? Oui. Ouais. Que pensez-vous personnellement de cette politique de santé publique dont on parlait avec Jean-David en début d'émission, menée par la France et en particulier en ce moment avec cette crise sanitaire? Là, c'est, comme Jean-David avait dit, arbitrage très difficile. Au niveau personnel, je trouve qu'ils ont pas mal géré. Je vois les enfants, ils continuent à aller à l'école. Ils donnent des informations à travers l'app fameux anti-Covid. Donc, je peux voir le nombre de lits occupés dans les soins intensifs. Après, l'économie, c'est vrai, c'est très, très difficile. De dire aux gens, vous ne pouvez pas aller travailler, vous ne pouvez pas aller gagner de l'argent. Et là, vous ne pouvez pas vous divertir aussi, c'est quelque chose aussi. On est aussi rentré dans une société du loisir et du divertissement depuis 3-4 décennies, et là, c'est couper tout d'un coup, quoi. Ça, les conséquences psychologiques, je pense qu'on n'est qu'au début, par contre. J'en suis d'accord. J'en vois ça avec. Il n'est pas impossible que les conséquences psychologiques induisent des cancers. Absolument. Absolument. On sait qu'il y a une cause psychologique des cancers aujourd'hui, il me semble, vous confirmerez, c'est vous qui êtes dans la médecine, mais il me semble, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus. Il y a une isolation, et bien sûr, ça va être plus fort chez certaines que les autres. Et, comme le Covid, on commence à démêler maintenant, on voit des marqueurs génétiques,
qui prédispose les gens à avoir un cas plus sévère. Ouais. Donc, mais on est tout au début. On n'a pas, depuis les années 80, vécu quelque chose comme ça. Donc, on ne sait pas quoi faire, honnêtement. On n'a pas l'expérience. Est-ce que les sociétés de biotechnologie, elles sont assez soutenues? Est-ce qu'il y a encore des freins économiques qui peuvent freiner votre avancée? Bien sûr, il y a des freins. Nous avons vu en France un engouement pour les petites sociétés de biotech dans la bourse, chez certains. Et bien sûr, bourse, oui. En bourse. Et certaines, surtout celles qui sont allées dans le traitement du Covid, bien sûr, comme Biofitis. Elles avaient énormément, leur titre a complètement flambé l'année dernière, Voilà. d'ailleurs, même maintenant d'ailleurs. Voilà. En termes de soutien, moi, je trouve que c'est assez mitigé et je vois ce qui est fait aux États-Unis, en France, en Allemagne. Ils ont beaucoup misé sur les vaccins et très peu sur les thérapeutiques. L'agence gouvernementale aux États-Unis a carrément dit on arrête de financer les thérapeutiques à un moment. Et ça, c'est un problème? Moi, je trouve que c'est un problème parce que on savait tous qu'on aurait les vaccins, mais ça prendra du temps à distribuer ça, à doser tout le monde. Et eux, surtout, ils savaient ça mieux que les autres. Et alors, d'arrêter de financer les traitements pour les gens qui ne peuvent pas en bénéficier d'un vaccin, moi, je trouve ça un peu court terme. Non, pas court terme, mais je ne suis pas la logique. Et surtout parce que ce genre de traitement, il n'est probablement pas spécifique au Covid-19. Donc si on a quelque chose, par exemple, qui peut diminuer l'inflammation dans les poumons qui tue les gens, ça va être probablement applicable à le Covid-20, le Covid-21, etc. Et c'est un armement qu'on va garder chez les hôpitaux. Donc ce genre d'avancée, à mon avis, est très important. Est-ce que l'Europe, elle peut encore tirer son épingle du jeu, même pendant cette pandémie mondiale? Je l'espère. Je l'espère. Je pense que s'ils soutiennent assez l'économie et ils laissent travailler les gens raisonnablement et pas bloquer quand c'est pas nécessaire, ils peuvent le faire. Mais il faut que le vaccin arrive et il faut que les gens commencent à pouvoir sortir, travailler, voyager. Sinon, je pense que ça va être difficile. On a revu les prévisions de croissance à la baisse récemment. Donc, et c'est à cause ils pensent que le confinement va être plus long que prévu. Merci beaucoup Aram Mangassarian d'avoir été notre invité. Avec plaisir. Dernière question, oui. Est-ce que vous avez des annonces, comment dirais-je, importantes à faire prochainement sur des avancées de recherche, de phases, des passages importants de phases dans vos traitements? Oui, nos plans, on est en escalade de doses dans notre essai clinique sur les cancers du cerveau et on prévoit d'annoncer une sommaire de résultats du deuxième dose en deuxième trimestre et en troisième trimestre le dose le plus élevé. Et on espère démarrer un essai clinique dans le cancer du pancréas vers la fin de cette année. C'est des choses qui peuvent être révolutionnaires, hein? On espère. Ouais. On cible vraiment les choses qui freinent la réponse immunitaire et les immunothérapies, donc on espère que ça va transformer le traitement de ces cancers. On vous le souhaite. Merci beaucoup Aram Mangassarian. À suivre dans un instant. Eh bien, on va parler littérature, l'instant littéraire à suivre. L'instant littéraire, on va s'intéresser aux médecines alternatives avec sur notre plateau l'auteur de Enquête de sens, Amélie Galliet. Merci d'être avec nous. Merci, merci à vous. Enquête de sens, donc publiée chez JDH Éditions, donc Jean-David. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, Amélie, et nous dire un petit peu ces médecines alternatives qui font l'objet de votre livre et que vous pratiquez? Oui, alors je m'appelle Amélie Galliet, donc j'habite en Dordogne, à Montignac-Lascaux.
Et je pratique l'hypnose, la sophrologie, le reiki et les modelages ayurvédiques. Donc c'est voilà, des méthodes de soins qu'on classe dans les médecines alternatives, parallèles. Voilà. Et donc dans mon livre, je parle en effet de mon expérience, que ce soit dans ma vie privée et professionnelle, sur tout ce qui touche aux états élargis de conscience. Voilà, donc la conscience élargie, comme l'hypnose, la méditation, la sophrologie, mais j'aborde aussi d'autres thèmes, d'autres pratiques, comme le chamanisme, des médiums aussi, des gens qui vivent des expériences de mort imminente. C'est vraiment dans mon livre tout ce qui touche aux états élargis de conscience, d'une manière générale, pas donc, que sur les médecins. Un petit peu état élargi de conscience. Alors, un état élargi de conscience, c'est tout ce qui sort de les capacités qu'on a, qu'on détient, et dont on n'a pas forcément conscience, et qu'on va pouvoir développer par le biais de la sophrologie, par exemple, de la méditation, voilà, dont on parle de plus en plus, de l'hypnose, où on va chercher des capacités en nous, dans l'inconscient, voilà, dans les ressources qu'on peut avoir à un niveau inconscient. Voilà, on prend en compte le corps physique dans les médecines alternatives, mais beaucoup l'esprit, voilà, l'inconscient. Est-ce que vous avez remarqué ou pas depuis quelques années un intérêt croissant pour ces médecines parallèles? Oui, tout à fait. Alors moi, ça fait 9 ans maintenant que je suis installée à mon compte, donc que je pratique l'hypnose, principalement l'hypnose et la sophrologie, c'est de plus demandé. Et en effet, pour tout ce qui est anxiété, insomnie, stress, dépression en ce moment, vu le contexte. Enfin, voilà, j'allais vous demander, est-ce qu'avec la crise, vous avez encore plus de patients? Tout à fait, et surtout pour ça. Voilà. Donc là, c'est plus arrêt tabac ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment anxiété, dépression, insomnie. Voilà, il y a quand même beaucoup de névrose, une névrose ambiante qui fait que les gens vont avoir envie justement de se tourner vers des choses, des méthodes où ils vont trouver de la paix intérieure, plus de paix intérieure, on va dire. Burn-out aussi beaucoup, de plus en plus. Et c'est vrai que les gens sont plus ouverts aussi à ça. On en parle aussi de plus en plus depuis quelques années. C'est vrai que ça prend un peu plus de place, même dans les hôpitaux. Moi, quand j'ai fait ma formation d'hypnose, il y avait beaucoup, un bon tiers d'anesthésistes. Voilà, donc qui avaient envie justement d'utiliser des méthodes un peu plus douces, moins agressives pour l'organisme, pour accompagner quand c'est possible, tant que faire se peut, les patients. Donc voilà, c'est vrai que ça prend de l'ampleur quand même, et je le remarque, les gens sont plus ouverts à ça. Cette prise d'ampleur, je pense, est liée à ce qu'on disait tout à l'heure, de la place prépondérante que prend la santé, la vie humaine aujourd'hui dans les représentations mentales, prendre soin de soi. Alors là où je trouve qu'il y a un paradoxe quand même, c'est qu'en France, on reste très, très terre à terre en fait. Les Français croient de moins en moins à autre chose que ce qu'ils voient en fait. Ils sont de plus en plus comme saint Thomas, c'est-à-dire voilà, il y a la vie, on est là, il y a un corps matériel et il n'y a plus rien après. C'est quand même ce qui est dominant dans les représentations des Français, contrairement aux États-Unis, contrairement au Brésil, contrairement à plein d'autres pays. En France, on est vraiment là-dedans. Et malgré ça, il y a quand même un développement de ces médecines parallèles, ce qui est quand même très intéressant. Tout à fait, mais alors moi j'ai l'impression quand même que depuis, effectivement par rapport à d'autres pays où on a encore des hommes un peu préhistoriques, voilà, surtout ce qui touche à la vie après la mort, enfin voilà, le pouvoir de la conscience, etc. Ah bah en France on est préhistorique là-dessus. Voilà, par rapport à d'autres cultures, un autre regard. Moi j'ai fait un voyage, j'en parle dans mon livre, en Inde, et pour eux, j'ai traversé une tribu, un village, et il y avait des hommes qui chantaient, qui dansaient, comme ça. Pour eux c'est quelque chose de très positif. Bon, comme quoi on n'a vraiment pas tous le même regard sur les choses. Pour eux c'est vraiment l'esprit qui s'élève, c'est une libération du corps, c'est le moment de partir, et ils l'accompagnent avec des chants, des danses, de la joie. Donc c'est vrai que par rapport à nous, notre perception des choses, mais j'ai l'impression quand même que de plus en plus, depuis quelques temps,
enfin moi quand je parle de ça maintenant, j'entends moins quand même de jugement, que je suis illuminée, ou on peut me traiter de sorcière à la base. Il y a quand même des choses très différentes au sein de ce que vous défendez, parce que l'hypnose, par exemple, il y a plein de gens qui ont recours pour arrêter de fumer, très prosaïquement, et la vie après la mort avec l'expérience de mort imminente, c'est des choses totalement différentes. Oui, mais d'un autre côté, ça se rejoint parce qu'en hypnose, justement, moi j'ai pu le constater à mon cabinet. Dans ma pratique, j'utilise l'hypnose classique et ericksonienne, c'est deux méthodes, mais bon, qui mettent les gens en hypnose. Et par le biais de l'hypnose, certaines personnes vivent ce que certains décrivent comme des expériences de mort imminente, où vraiment ils peuvent voir des personnes décédées, des proches, ou vivre des choses assez c'est très intéressant, spectaculaires, ou des choses qui peuvent... C'est des domaines d'investigation, je pense, qui vont se développer dans les décennies qui viennent. Et parce que la science n'a pas encore tout dit là-dessus. Je veux dire, ce qui nous semble aujourd'hui ésotérique, moi je le dis toujours, ce qui nous semble aujourd'hui ésotérique sera l'évidence même demain. Comme le fait que la Terre était ronde, à un moment donné, quand on disait que la Terre est ronde, on était brûlé, quoi. Exactement. Voilà, donc ce qui aujourd'hui semble ésotérique, demain semblera la dernière des évidences scientifiques. Exactement, et d'ailleurs de plus en plus de médecins le constatent et font des livres là-dessus, parce qu'ils ont beaucoup de témoignages de gens justement qui vivent ça, l'expérience de mort imminente, mais également dans leur pratique, parce que de plus en plus de médecins aussi se forment à l'hypnose, parce qu'il y a quand même de l'ouverture malgré tout, même si on reste encore un petit peu à regarder sur certaines choses, il y a quand même une ouverture, on progresse, moins vite que dans certains pays, mais notamment par exemple le docteur Charbonnier, qui ayant eu beaucoup de témoignages d'expérienceurs, de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, lui propose des séances d'hypnose collective, justement pour se reconnecter à quelque chose d'un peu moins limité que le corps physique et le mental, le corps mental en fait. Différencie vraiment le corps mental et l'esprit. Et tout ce qu'on peut détenir dans l'inconscient. Et donc dans le livre, c'est un recueil de témoignages. Donc du coup, voilà, c'est un recueil de témoignages. C'est que des témoignages en fait. Il y en a combien déjà? Alors il n'y a pas que des témoignages. Enfin, il y en a une vingtaine, c'est ça? Il y en a 17 exactement. 17. Alors effectivement, ça paraît un petit peu, on peut passer de l'hypnose aux expériences de mort imminente, etc. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses, mais au final, tout se rejoint. Tout se rejoint sur les capacités de l'esprit, et le but de mon livre, c'est vraiment de faire prendre conscience au plus grand nombre, de prendre conscience des capacités qu'on détient et dont on n'a pas souvent conscience. Il y a même des choses que j'ai découvertes pendant l'écriture de mon livre, notamment le rêve lucide. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement en lien avec l'hypnose, mais que je connaissais pas. Je savais pas qu'on pouvait expérimenter volontairement ça. C'est quelque chose qu'on peut faire, quelqu'un qui rêve quand on est en train de rêver la nuit, et on prend conscience qu'on est en train de rêver. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais involontairement. Mais on peut aussi l'expérimenter volontairement. Donc c'est des capacités comme ça, où avec des entraînements de l'esprit, il y a des méthodes spécifiques pour vivre ça, un rêve lucide, et avec un entraînement. C'est toujours avec l'entraînement quand on veut arriver à quelque chose, même la méditation, c'est vrai que pour avoir quand même des résultats, même si ça peut aller assez rapidement, il faut quand même, on invite quand même, c'est quand même un entraînement régulier qui va faire qu'on va développer pas mal de capacités. Et donc voilà, j'ai découvert plein de choses, je parle de mon expérience, et j'interviewe des gens qui, en fonction de ce que j'ai expérimenté, où je ne suis pas spécialiste, par exemple la médiumnité, le bouddhisme, la méditation dans le bouddhisme, la clairvoyance, j'ai pu l'expérimenter, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans. Donc j'interviewe une médium, c'est pour ça que j'interviewe un voyant, un moine bouddhiste, un chaman, un musicien chaman aussi, Marc Vella, qui propose justement beaucoup de stages pour développer son potentiel intuitif, parce que c'est une sorte d'art-thérapie, la musique, quel que soit l'art, de toute façon, que ce soit la musique, le dessin, l'écriture, développe beaucoup
de capacité aussi. On ouvre les portes, c'est pour ça que l'art-thérapie se développe aussi. Donc il y a beaucoup de moyens de se découvrir et vous en parler dans votre livre En quête de sens, on le rappelle, chez JDH Éditions. Merci beaucoup, Émilie Gagné, merci à vous. partager votre expérience. Et on le rappelle, donc votre livre est en vente et disponible. Le mot de la fin, Jean-David Haddad, comme à chaque fin d'émission. Donc, on a parlé un peu de la santé. La santé, comme on l'a dit tout à l'heure, actuellement on est focalisé sur une épidémie, mais la santé, c'est aussi le cancer, 150 000 morts par an, ça on n'en parle pas. On n'en parle plus depuis, si on en parlait, on n'en parle plus depuis 1 an quasiment. Mais la santé, c'est aussi l'alcoolisme, le tabagisme, qui d'ailleurs, depuis ces histoires de confinement, sont en train de monter en puissance. Et j'invite un petit peu tout le monde à réfléchir à ça. Et autour, par exemple, du dernier roman de Marissa Rachel, qui est un des rares romans qui traite de l'alcoolisme, publié chez JDH Éditions. Marissa Rachel, J'ai tangué sur ma vie. Donc, qui nous dit, l'alcoolisme n'est pas une preuve de lâcheté, l'alcoolisme n'est pas un manque de volonté, l'amour ne suffit pas à guérir tous les maux. Voilà. Et l'alcoolisme qui est aussi au cœur d'une campagne du gouvernement, on précise. Oui, mais du coup qu'on ne voit même plus, du coup, tellement elle est noyée dans le reste. Dans cette crise et puis, voilà. Exactement. C'est la fin de ce 4e numéro des Pros de l'écho. Merci Jean-David Haddad. Merci. On se retrouve très vite pour une prochaine émission.